bien. Ramadan Karim, of course. Donc j'espère que tout le monde va bien et que vous êtes en bonne santé, surtout euh, en, en forme. Donc aujourd'hui, chers étudiants, nous allons parler de notre huitième cours, donc chapitre 8. On va parler de système de gestion de portefeuille de projet. Système de gestion de portefeuille de projet. Alors, nos objectifs du cours sont le processus de gestion stratégique. On va voir ça d'une manière globale, donc une vue d'ensemble du processus de gestion stratégique. On va voir aussi la nécessité d'un système efficace de gestion de portefeuille de projet, à savoir quelle est l'importance, pourquoi est-il nécessaire, pourquoi est-il euh, important d'avoir un système efficace de gestion de portefeuille dans nos différents projets. Quels sont aussi, nous verrons, les différents avantages du système de gestion portefeuille, comment et quelle est la conception d'un système de portefeuille de projet, et enfin, nous allons voir quelques mots-clés que on va voir tout au long de notre cours, et à la fin, on va essayer de faire une petite conclusion par rapport à ces différents mots-clés. Donc, l'objectif de ce module est de faire découvrir les fondamentaux de la gestion de projet, toujours à travers la même approche synthétique et pédagogique. Donc, ce chapitre, encore une fois, chers étudiants, est lié au système de gestion de portefeuille de projet. Donc, on va commencer par parler de stratégie d'organisation ainsi que à sélection des projets. Donc, la stratégie est mise en œuvre par le biais de projets. C'est-à-dire qu'à travers des projets, on va atteindre notre but ultime et à travers ces buts, nous allons réaliser notre stratégie. Donc, chaque projet doit avoir un lien clair avec la stratégie de l'organisation. Il faut qu'il y ait une relation, un lien très clair entre le projet et l'organisation à travers sa stratégie. Donc, la stratégie consiste à quoi? Consiste fondamentalement et principalement à décider de la manière dont l'organisation ou l'entreprise sera compétitive. Donc, ce qui va déterminer votre différence ou alors votre avantage concurrentiel, c'est la stratégie. Qu'est-ce qu'elle a d'unique? Euh, les organisations utilisent des projets pour convertir la stratégie en nouveaux produits, services et processus nécessaires à leur réussite. Donc, on va utiliser des projets, différents projets. Pourquoi? Dans le but de convertir, de transformer la stratégie en des produits, services ou alors processus qui vont eux-mêmes donc aider à atteindre notre objectif final et forcément à la réussite de l'entreprise. Donc on peut prendre un exemple ici, la principale stratégie d'Intel, je suppose que tout le monde connaît Intel, donc développeur américain de logiciels et aussi fabricant de électronique d'ordinateurs par exemple. Donc par exemple, la principale stratégie d'Intel est la différenciation. Qu'est-ce qui les rend uniques sur le marché? Eh bien, c'est la différenciation. Ces projets, donc les projets d'Intel, sont axés sur l'innovation ainsi que le délai de mise sur le marché. Donc délai court. Du moment où on finalise la production, notre produit marche et fiable, on le lance sur le marché dans un laps de temps court. Deuxième aspect, c'est l'innovation. Donc actuellement, on parle à l'heure actuelle, donc Intel oriente sa stratégie vers des puces spécialisées pour des produits autres que les ordinateurs, tels que les automobiles, la sécurité, les téléphones portables et les commandes. Donc, quelle est la stratégie en fait d'Intel récemment? Eh bien, tous les composants électroniques ne vont pas être uniquement donc incorporés dans tout ce qui est ordinateur, mais
on va avoir d'autres secteurs d'activité, d'autres industries, par exemple l'automobile, la sécurité, les téléphones portables. Un autre objectif de Intel est de réduire la durée du cycle des projets. Comme on a dit, donc ils avaient deux axes. Un, c'est l'innovation. Deux, c'est le délai, le temps de mise sur le marché. Donc, de réduire le temps ou alors la durée de cycle des projets. Intel, on va citer quelques autres entreprises. Intel, NEC, General Electric et AT&T ont réduit la durée de leur cycle de 20 à 50%. Qu'est-ce que l'on veut dire par là? Eh bien, la durée donc de mettre un produit sur le marché. Entre introduire le projet, etc. C'est-à-dire tout le cycle, on va le réduire de 20 à 50%, ce qui n'est pas négligeable. Donc les projets et leur gestion jouent un rôle clé dans le soutien des objectifs stratégiques. Voilà, vous voyez bien que l'objectif ou les objectifs stratégiques de l'entreprise dépendent finalement des différents projets euh, qui, 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 qui vont mener justement à réaliser nos objectifs. Donc, il est vital, c'est-à-dire extrêmement important pour les gestionnaires de projets de penser et d'agir de manière stratégique. Donc, le lien est là, chers étudiants. Donc, penser, gérer, agir de manière stratégique, avoir une vision globale. Pour les gestionnaires de projet est quelque chose de vital. Alors, la gestion stratégique, on va essayer de définir ce terme, gestion stratégique, un terme clé et important. Donc, la gestion stratégique est le processus qui consiste à évaluer. Donc, processus, ça veut dire cycle, ça veut dire qu'on va avoir des étapes, d'accord? Et le processus qui consiste à évaluer ce que nous sommes et à décider en même temps et mettre en œuvre ce que nous avons l'intention d'être et comment nous allons y arriver. Donc, trois choses. Qu'est-ce qu'est la gestion stratégique? C'est un processus dont l'objectif est d'évaluer ce que nous sommes maintenant, à l'instant T, et de décider et mettre en œuvre ce que nous voulons être dans le futur. Donc, deux et trois, comment nous allons y arriver. La stratégie décrit la manière dont une organisation entend rivaliser avec les ressources disponibles dans l'environnement actuel et dans celui qu'elle perçoit pour l'avenir. On va parler du fameux processus de gestion stratégique. Comme on l'a dit, euh, lorsqu'on a évoqué les objectifs du cours, on va voir ça d'une manière globale. Donc on va faire ça avec une vue d'ensemble. Donc, quelles sont les quatre activités du processus de gestion stratégique? La séquence typique et classique des activités du processus de gestion stratégique est décrite ci-dessous. Alors, quelles sont ces quatre activités? En 1, examiner et définir la mission de l'organisation. En 2, fixer des buts et des objectifs à long terme. 3, analyser et formuler des stratégies pour atteindre les objectifs. Et en 4, mettre en œuvre des stratégies par le biais de projets. Donc, tout ça nous intéresse bien évidemment, surtout la partie 4, par le biais de projets. Étant donné que notre module, c'est Introduction à la gestion de projet. Donc, mettre en œuvre les stratégies par le biais de projets. Un exemple d'un certain processus de gestion stratégique. Étape 1, définition des attributs de la stratégie, valeurs fondamentales, principes directeurs d'une organisation, vision. Ce n'est qu'un exemple, chers étudiants. Okay? Vision, l'image de l'avenir telle qu'elle est perçue par l'organisation. Mission, un objectif de plus haut niveau d'abstraction, un contexte pour tous les autres objectifs et actions.
Étape 2, formulation. Donc, priorité stratégique, les piliers de la stratégie future. On a donc carte stratégique, objectif opérationnel relié par une logique de cause à effet. Étape 3, objectif d'entreprise, élément constitutif de la stratégie, hypothèse stratégique. On a les KPIs aussi, donc Key Performance Indicators, qui sont des indicateurs de performance. On va essayer de quantifier, de mettre des chiffres sur ces indicateurs qui vont nous donner une idée sur comment est notre performance. Donc, quantification des objectifs commerciaux pour les rendre tangibles. Comme ça, on pourra mesurer notre performance. Pour ça, on va utiliser des métriques, ce qu'on appelle metrics en anglais, pour effectivement donc quantifier ces facteurs de réussite. On a action, commentaire de la stratégie, justification, plan d'action et budget. On a pour cela des métriques retardées, c'est la validation des résultats obtenus. Étape 4, mise en cascade, donc mise en application. Et étape 5, exécution. Travailler sur des propositions stratégiques. Suivre les efforts et les résultats à l'aide de ces indicateurs, Key Performance Indicators, de ces indicateurs de performance, et établissement de rapports. Alors, bien sûr, on va utiliser pour cela, si on parle de l'étape 2, par exemple, on a des outils de référence qui sont le tableau de bord, prospectif, SWOT analysis qu'on a expliqué, VRIO, c'est pas quelque chose qu'on a fait, mais c'est synonyme à l'outil donc d'analyse stratégique. Par exemple, on a le SWOT, on a le PESTEL, analyse d'écart et analyse de risque. Donc, cela nous donne un exemple ou alors une idée globale d'un processus de gestion stratégique. Donc, comme on vient de voir, on a 5 étapes distinctes qui vont donc diviser le processus en étapes pour arriver à une gestion stratégique ou alors un plan de planification stratégique. Cet exemple-là, il a été donc, il concerne un logiciel et c'est aussi une organisation, une entreprise qui s'appelle BSC Designer, Strategy Execution Software. En fait, c'est un logiciel qui suit ces étapes-là. On peut, d'une manière générale, généraliser plus ou moins le même processus pour d'autres secteurs, pour d'autres produits, pour d'autres, spécialement dans ce même domaine donc de l'électronique. Vous verrez que le process est plus ou moins le même. Ce qui va changer, c'est, on va voir quelques différences. C'est lié par exemple au type d'industrie, etc. Maintenant, on va s'intéresser à l'analyse et à la formulation des stratégies dans le but d'atteindre nos objectifs. La formulation d'une stratégie répond à la question de savoir ce qu'il faut faire pour atteindre les objectifs. La formulation de la stratégie comprend la détermination et l'évaluation des alternatives, c'est-à-dire des différentes options que l'on a à disposition. Donc, il va falloir les évaluer. Ces alternatives vont soutenir les objectifs de l'organisation et la sélection de la meilleure alternative. Voilà, donc déterminer, évaluer les options que l'on a, les alternatives, les options que l'on a afin d'arriver à nos objectifs d'organisation et les mettre en place. Et enfin, sélectionner la meilleure option ou alors la meilleure alternative. Quelle est la première étape? Eh bien, la première étape consiste en une évaluation réaliste de la position passée et actuelle de l'entreprise. On va analyser l'entreprise sur sa position à ce moment T, c'est-à-dire là, aujourd'hui, à ce point précis, et aussi à sa position passée. Cette étape
comment on va y procéder? Eh bien, généralement, on va utiliser une analyse et on va poser quelques questions qui vont nous permettre justement de arriver à notre évaluation. Donc, qui sont les clients? Quels sont leurs besoins tels que eux, ils les perçoivent? Donc, deux questions. Qui sont nos clients ou alors qui sont les clients et quels sont leurs besoins? Leurs besoins de leur perspective, c'est-à-dire que quels sont leurs besoins de la façon dont eux, ils perçoivent ces besoins-là. Étape 2, ou alors étape suivante, elle consiste à évaluer les environnements internes et externes. Vous n'êtes pas sans savoir que la semaine passée et même celle d'avant, nous avons parlé de ces fameux outils d'analyse de l'environnement, de la stratégie, etc. Nous avons parlé donc du SWOT analysis, voilà, qui est un outil d'analyse qui va analyser donc l'organisation de l'intérieur et qui va aussi donc analyser ou alors scanner plus ou moins l'environnement par rapport aux opportunités et menaces qui est liées à l'environnement extérieur. D'autres outils vont être plus euh, aussi efficaces et vont compléter donc l'analyse ou alors les données ou les informations que nous allons tirer à travers notre analyse SWOT, qui est par exemple le PESTEL. Donc, quelles sont les forces et les faiblesses internes de l'entreprise? Donc, comme je viens de dire, ça revient à l'analyse SWOT. Cette évaluation des environnements externes et internes, c'est-à-dire SWOT analysis, est connue sur le nom de SWOT. Donc, on a déjà expliqué cela la semaine passée. Alors, juste un petit rappel, cette analyse permet d'identifier les questions critiques et un portefeuille d'alternatives stratégiques. Donc, ces alternatives sont comparées au portefeuille actuel et aux ressources disponibles. Les stratégies sont ensuite sélectionnées pour soutenir la mission ainsi que les objectifs fondamentaux de l'organisation. La mise en œuvre répond à la question de savoir comment les stratégies seront réalisées, compte tenu des ressources disponibles. La mise en œuvre doit tenir compte de plusieurs éléments clés. Premièrement, l'accomplissement des tâches nécessite l'allocation de ressources. C'est logique. Donc, afin d'accomplir nos tâches, il faut d'abord allouer les ressources et faire un inventaire des différentes ressources dont on aura besoin afin donc de démarrer notre projet. Ces ressources-là représentent généralement, on va essayer d'expliquer quelles sont ces ressources. Donc, c'est généralement des fonds, des personnes, des talents de gestion, des compétences technologiques ainsi que des équipements. Deuxièmement, donc comment mettre en œuvre les stratégies à travers ou alors par le biais de projets. Deuxièmement, on a la mise en œuvre. Elle nécessite une organisation formelle et informelle qui complète et soutient la stratégie et les projets. L'autorité, la responsabilité ainsi que la performance dépendent toutes de la structure et de la culture de l'organisation. Troisièmement, des systèmes de planification et de contrôle doivent être mis en place afin de s'assurer que les activités du projet nécessaires à la mise en œuvre des stratégies sont effectivement réalisées. Quatrièmement, la motivation des contributeurs au projet sera un facteur majeur de la réussite du projet. Cet élément n'est pas à négliger, qui est la motivation. Donc, tous les gens qui contribuent ou qui travaillent sur un projet doivent avoir effectivement la même motivation, une motivation élevée, qui va être un facteur déterminant et qui va donc aider à faire du projet une réussite. Enfin, on a un autre domaine dont on parle souvent et qui est d'une importance accrue aussi,
Eh bien, c'est celui de la hiérarchisation des projets. On va parler à présent du système de gestion de portefeuille. Quel est l'objectif de cette gestion de portefeuille? Eh bien, l'objectif de la gestion de portefeuille est d'assurer que les projets soient alignés sur les objectifs stratégiques et qu'ils soient classés par ordre de priorité de manière appropriée. La gestion de portefeuille pose la question suivante. Qu'est-ce qui est stratégique pour notre organisation? Quelle est la chose la plus importante pour notre organisation? Si on peut formuler ça de cette manière aussi. Donc, qu'est-ce qui est stratégique pour notre organisation? La gestion de portefeuille, son importance, c'est qu'elle fournit des informations qui permettent de prendre de meilleures décisions. Étant donné que les projets qui réclament des fonds et du personnel sont généralement plus nombreux que les ressources disponibles, il est important de suivre un processus logique et bien défini. Pourquoi? Eh bien, pour sélectionner les projets à mettre en œuvre. On va continuer avec la nécessité d'un système efficace de gestion de portefeuille de projets. Donc, quelle est l'importance d'un système efficace? Pourquoi est-il important d'avoir un système efficace? Eh bien, la mise en œuvre de projets sans un système de priorité solide lié à la stratégie crée des problèmes. Donc, si l'on n'a pas un système qui va prioriser notre mise en œuvre de projet, eh bien, si on n'a pas un système fiable et solide et efficace en même temps, ça va nous générer quelques soucis. Donc, trois des problèmes, on appelle ça des problèmes, vous pouvez appeler ça des problèmes ainsi si vous voulez. Donc, trois des problèmes les plus évidents sont examinés ci-dessous. Donc, un système de gestion de portefeuille de projet peut grandement contribuer à réduire, voire à éliminer l'impact de ces problèmes. Donc, d'où une autre importance d'un système de gestion de portefeuille efficace. Donc, trois problèmes, on l'a dit. Donc, problème numéro 1, le déficit de mise en œuvre. Dans les organisations dont le cycle de vie des produits est court, donc cycle de vie court, il est intéressant de noter que la participation à la planification stratégique et à la mise en œuvre inclut souvent des participants de tous les niveaux de l'organisation. Dans environ 80% des autres organisations de produits et de services, la direction générale formule la stratégie et laisse la mise en œuvre de la stratégie aux responsables fonctionnels. C'est quelque chose d'assez récurrent et classique. Donc, la stratégie, la vision, les grandes décisions, les grandes lignes, toujours sont prises par la direction. Par contre, donc l'implémentation, alors la mise en œuvre, c'est la majorité des cas, c'est les responsables fonctionnels, alors les managers, qui vont la mettre en place. Dans le cadre de ces contraintes générales, des stratégies et des objectifs plus détaillés sont élaborés par les responsables fonctionnels. Le fait que ces objectifs et stratégies soient élaborés indépendamment à différents niveaux par les groupes fonctionnels au sein de la hiérarchie de l'organisation est à l'origine de nombreux problèmes. Alors, vous voyez ici que je souligne élaboré indépendamment, c'est-à-dire que sans consensus général, indépendamment, c'est-à-dire que chaque manager ou alors chaque responsable fonctionnel va élaborer sa propre ou alors mettre en place la stratégie qui a été élaborée par la direction générale. Cela va créer de nombreux soucis. Alors, pour essayer d'éclairer tout ça et d'apporter des exemples pour que ça soit plus compréhensible, nous allons vous donc montrer quelques symptômes d'organisation confrontée à une stratégie déconnectée et qui a une organisation qui a aussi des priorités floues, qui ne sont pas nettes, qui ne sont pas claires. Donc,
Exemple, les conflits sont fréquents entre les responsables fonctionnels et entraînent un manque de confiance. Donc, ce n'est pas des exemples, excusez-moi, mais c'est plutôt des symptômes. C'est-à-dire, ce sont des points ou des situations qui nous indiquent que on a une stratégie qui est déconnectée et on pourrait aussi avoir des priorités qui ne sont pas claires. Donc, les conflits, lorsqu'on a des conflits fréquents entre les managers des différentes structures ou départements, eh ben, ça entraîne un manque de confiance chez les différents collaborateurs ou les équipes projets, etc. Les réunions fréquentes sont organisées pour établir ou renégocier les priorités. Donc, plusieurs réunions n'est pas forcément quelque chose de positif, surtout lorsque l'objectif est de renégocier sans cesse les priorités. On va les mettre en place, les renégocier, etc. Si on est toujours dans ce cycle et ces réunions sont récurrentes et sont très fréquentes, c'est un autre symptôme que notre stratégie n'est pas bonne. Euh, Troisième point, si les employés passent fréquemment d'un projet à un autre, c'est-à-dire qu'ils switchent, qu'ils changent en fonction de la priorité du moment, ça voudrait dire qu'on a un souci de point de vue stratégique. Les employés ne savent plus quels projets sont importants. Peut-être que cela peut être dû à la surcharge de travail, à la fait qu'ils travaillent sur plusieurs projets en même temps. Les employés travaillent sur plusieurs projets et se sentent inefficaces. Donc, cela sont autres symptômes. Les ressources ne sont pas suffisantes. Donc, l'allocation des ressources. Il n'y a pas une analyse qui est correcte et réaliste par rapport aux différentes ressources dont on a besoin. En l'absence de lien clair, l'environnement organisationnel devient dysfonctionnel, confus et propice à une mise en œuvre inefficace, c'est-à-dire une implémentation qui n'est pas efficace de la stratégie d'organisation. Et quel va être le résultat de ça? Eh bien, nous allons avoir une inefficacité au niveau du projet et nos projets ne seront pas un succès, tout simplement. Donc, ce point très important, à savoir le déficit de mise en œuvre ce déficit de mise en œuvre, eh bien, se réfère au manque de compréhension et de consensus de la stratégie de l'organisation parmi les cadres supérieurs et intermédiaires. On vient donc de donner un exemple par rapport au problème numéro 1. Problème numéro 2, on va parler de la politique de l'organisation. Politique de l'organisation. La politique existe dans toutes les organisations et peut avoir une influence significative sur les projets qui reçoivent un financement et une priorité élevée. Donc cela est particulièrement vrai lorsque les critères et le processus de sélection de projet sont mal définis et ne correspondent pas à la mission de l'entreprise. La sélection des projets peut être basée non pas tant sur des faits et un raisonnement solide, mais plutôt sur la force de persuasion et le pouvoir des personnes qui défendent les projets. On a une expression qu'on utilise dans le domaine, donc l'expression vache sacrée est souvent utilisée pour désigner un projet défendu par un fonctionnaire puissant et de haut rang. On va essayer d'aller un peu plus loin. Donc la politique peut jouer un rôle non seulement dans la sélection des projets, mais aussi dans les aspirations qui les sous-entendent. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, les aspirations, c'est-à-dire les choses que l'on veut mettre en place. Donc les idées, euh, les ambitions. C'est-à-dire qu'on a un projet et derrière ça, on a des objectifs. Les individus peuvent renforcer leur pouvoir au sein d'une organisation en gérant des projets extraordinaires et critiques. Donc, ça donne aussi une réputation qui est très positive. Donc, si on gère des projets complexes, importants, très voire critiques, et que ces projets à la fin sont des succès, eh ben, notre pouvoir peut se voir grandir au sein de l'entreprise. Le pouvoir et le statut reviennent naturellement aux innovateurs et aux
preneurs de risques, plutôt qu'aux producteurs réguliers. De nombreux cadres ambitieux poursuivent des projets très médiatisés afin de gravir rapidement les échelons de l'entreprise. Là, on parle d'être visible, de s'exposer par rapport aux médias, de dire et de montrer ce qu'on fait, d'une telle façon à ce que donc on soit médiatisé, que beaucoup de monde entende parler de nous, etc. Donc cela va projeter une image positive de nous-mêmes et ça va permettre à la personne en question donc de gravir les échelons au sein de l'entreprise. Alors, nombreux sont ceux qui affirment que la politique et la gestion de projet ne devraient pas faire bon mélange. Donc, il y a des écoles qui disent que on ne doit pas mélanger politique et gestion de projet. On a une réponse plus proactive et que c'est que les projets et la politique se mélangent invariablement et que les gestionnaires de projets efficaces reconnaissent que tout projet important a des ramifications politiques. Donc cela voudrait dire aussi que la politique, dans un certain degré, à un certain degré, fait partie de la gestion de projet et que ce n'est pas un paramètre à négliger. On va passer maintenant au problème numéro 3, qui est les conflits de ressources et le multitasking en anglais ou alors multitâche. La plupart des organisations de projet existent dans un environnement multi-projet. Tous les chefs de projet cherchent à avoir les meilleures personnes pour le projet, ce qui est logique. Les problèmes de partage des ressources et de planification des ressources entre les projets augmentent de manière exponentielle à mesure que le nombre de projets s'accroît. Le partage des ressources conduit généralement au multitâche. Le multitâche consiste à commencer et à arrêter de travailler sur une tâche pour aller travailler sur un autre projet, puis reprendre le travail sur la tâche initiale. Les personnes qui travaillent simultanément sur plusieurs tâches sont beaucoup moins efficaces. Le multitâche augmente également les retards ainsi que les coûts. Alors, on va passer à présent aux avantages de la gestion de portefeuille de projet. Quels sont ces avantages? Alors, la gestion de portefeuille de projet instaure une discipline dans le processus de sélection de projet. À travers l'utilisation du portefeuille de projet, eh bien, on va pouvoir procéder par élimination, donc dans le sens de sélectionner des projets, c'est-à-dire on va avoir une méthode bien claire, bien précise pour sélectionner les projets bien sûr en prenant ceux qui sont de la plus grande importance vers ceux qui sont de la moindre importance. Autre avantage, donc la sélection de portefeuille de projet lie la sélection des projets à des paramètres stratégiques. Aussi, la gestion de portefeuille de projet hiérarchise les propositions de projet sur la base d'un ensemble de critères communs plutôt que sur la base de considérations politiques ou émotionnelles, à savoir subjectives aussi. Aussi, elle affecte des ressources au projet qui s'alignent sur l'orientation stratégique, c'est-à-dire qu'on va calquer ou aller abonder dans le même sens. Donc, on a l'orientation stratégique ainsi que euh, les objectifs du projet. Il faut qu'ils soient alignés, comme on l'a déjà expliqué. Pour cela, la gestion de portefeuille affecte ou alors met en disposition des ressources qui s'alignent sur la même orientation ou vision stratégique. Autre avantage, elle équilibre les risques entre tous les projets. Elle justifie l'élimination des projets qui ne soutiennent pas la stratégie de l'organisation. Elle améliore la communication et favorise l'accord sur les objectifs du projet. Donc tout cela sont des avantages à la gestion de portefeuille
de projet. Alors, on va passer maintenant à la conception. Comment concevoir un système de portefeuille de projet? La conception d'un système de portefeuille de projet devrait inclure les éléments suivants. La classification des projets, les critères de sélection en fonction de la classification, les sources de propositions de projets, l'évaluation des propositions et la gestion de portefeuille de projet. Donc, tous ces éléments-là devraient être inclus dans la conception d'un système de portefeuille de projet. Alors, on va les expliquer un par un. Donc, premièrement, classification du projet. De nombreuses entreprises constatent qu'elles ont 3 types de projets différents dans leur portefeuille. Les projets de conformité et d'urgence, qu'on doit faire absolument, qui sont d'une urgence capitale, les projets opérationnels, ainsi que les projets stratégiques. On va voir ça d'une manière un peu plus visuelle à travers un graphique. Les projets de mise en conformité sont généralement ceux qui sont nécessaires pour satisfaire aux conditions réglementaires requises pour opérer dans une région. C'est pourquoi on les appelle les projets indispensables. Les projets d'urgence, tels que la reconstruction d'une usine de soja détruite par un incendie, répondent aux critères de nécessité. Elle a été donc endommagée et détruite. La nécessité est de la reconstruire. Aussi, les projets de conformité et d'urgence sont généralement assortis de sanctions s'ils ne sont pas mis en œuvre. Classification du projet. Donc, les projets opérationnels sont ceux qui sont nécessaires pour soutenir les opérations en cours. Ces projets sont conçus pour améliorer l'efficacité des systèmes de livraison, pour réduire les coûts des produits, ainsi que pour améliorer les performances. Enfin, les projets stratégiques sont ceux qui soutiennent directement la mission à long terme de l'organisation et non pas à court terme. Ils visent souvent à accroître le chiffre d'affaires ou la part de marché. Les nouveaux produits, la recherche et le développement sont des exemples de projets stratégiques. Donc, essayons de nous rappeler ça, de garder ça en tête. Donc, un exemple de projet stratégique peut être donc développer de nouveaux produits et les mettre sur le marché, ainsi que donc recherche et développement. Alors, classification du projet, comme j'ai expliqué, on a un petit donc, visuel ici pour vous donner une petite idée. Donc, c'est en anglais, donc toutes les terminologies, malheureusement, elles sont en anglais. Donc, projet stratégique, projet opérationnel, et compliance, c'est la conformité. On doit se conformer. Donc, des projets conformes. Il y a toujours donc les critères de conformité, c'est-à-dire que notre projet, à tout point de vue, doit se conformer à la législation en cours, à l'industrie et ses différents paramètres. C'est-à-dire qu'on doit adhérer à ces paramètres et les respecter. En deux, on va parler de critères de sélection. Sélection de projet. Qu'est-ce qui va nous aider? Qu'est-ce qui va déterminer que l'on va choisir un projet A ou B ou C ou X ou Y? Donc, quels sont les éléments qui vont déterminer la sélection ou le critère de sélection d'un projet? Donc, bien qu'il existe de nombreux critères de sélection des projets, les critères de sélection sont généralement identifiés comme étant financiers et non financiers. Donc, on a des critères qui sont financiers et aussi non financiers. Une brève description de chacun de ces critères
est présenté dans la slide suivante. Ensuite, il va y avoir donc une petite discussion sur leur utilisation et leur pratique. Donc, première chose, on va décrire ces critères qui sont financiers et non financiers. Après, on va parler de l'utilisation, de la mise en pratique de ces critères. Alors, donc, premièrement, critères financiers. On va parler de modèles financiers. Pour la plupart des gestionnaires, les critères financiers constituent la méthode privilégiée d'évaluation des projets. Ces modèles sont appropriés lorsqu'un niveau de confiance élevé est associé aux estimations des flux de trésorerie futurs. Deux modèles exemples sont présentés ici. On a le modèle du délai de récupération et celui est le modèle de la valeur actuelle nette, VAN. Donc, petit rappel, ces modèles qui sont financiers sont appropriés quand on a un niveau de confiance élevé par rapport aux estimations et flux de trésorerie futurs. Donc, pour expliquer cela, on a deux modèles, le délai de récupération ainsi que le modèle de valeur actuelle nette. Ce sont aussi donc deux modèles qu'on va voir en faisant des calculations ou alors en faisant des calculs. On a ici un exemple. Donc, disons qu'on a un projet A qui représente un investissement initial de 700 000 $ et des rentrées de fonds prévues de 225 000 $ pendant 5 ans. Un autre projet représente un investissement différent qui est de 400 000 $ et des rentrées de fonds prévues, c'est-à-dire forecastées, de 110 000 $ pendant 5 ans. On va passer au deuxième modèle, donc modèle de récupération. À quoi il sert? Il sert à mesurer le temps nécessaire pour récupérer l'investissement du projet. En anglais, le terme c'est recoup, the initial investment. Récupérer, recoup, pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec l'anglais. Donc, il sert à mesurer le temps nécessaire pour récupérer l'investissement initial. Des délais de récupération plus courts sont plus souhaitables forcément. Donc, si on arrive à récupérer notre argent investi plus tôt que prévu, c'est excellent. C'est une bonne nouvelle forcément. La récupération est le modèle le plus simple et le plus utilisé. Il met l'accent sur les flux de trésorerie, un facteur clé dans le monde des affaires. Flux de trésorerie, ça veut dire aussi la disponibilité de fonds à votre disposition. Certains gestionnaires utilisent le modèle de récupération pour éliminer les projets exceptionnellement risqués, ceux dont la période de récupération est longue. Donc, important de remarquer ici que nos critères sont financiers, chers étudiants. Donc, certains gestionnaires utilisent ce modèle-là, ce modèle du modèle de récupération, pour éliminer les projets exceptionnellement risqués d'un point de vue financier. Et où le temps nécessaire à récupérer l'investissement financier est plus lent. Forcément, ce modèle a des limitations, okay, ou des désavantages, si vous voulez. Donc, les principales limites de ce modèle sont, premièrement, qu'il ignore la valeur temporelle de l'argent. Il suppose des rentrées de fonds pendant la période d'investissement et pas au-delà et ne tient pas compte de la rentabilité. Premier point, donc, il ignore la valeur temporelle de l'argent. Ça veut dire quoi? On sait que l'argent fluctue. Donc, les différentes monnaies peuvent augmenter, peuvent diminuer selon les différents événements qu'il y a dans l'économie, dans le monde, etc. Dans le micro, le macro, environnement économique. Deuxièmement, il suppose des rentrées de fonds pendant la période d'investissement et pas au-delà. Donc, on prend en considération que la période d'investissement et aussi ne tient pas compte de la rentabilité. Délai de récupération en année égale à coût estimé du projet divisé par les économies annuelles. Taux de rendement égale aux économies annuelles divisé par le coût estimé du projet.
Donc, ces deux règles, chers étudiants, vont nous aider à faire nos calculs. Délai de récupération, ça c'est un exemple de calcul de délai de récupération. Donc, délai de récupération en année pour le projet A égale à 700 000 dollars qui était l'investissement initial, divisé par, chers étudiants, les économies annuelles qui sont de 225 000 dollars. Ça nous donne un ratio de 3,1 années, donc de 3 ans et quelques. Période de récupération en année pour le projet B. On a l'investissement initial divisé par eh bien, le coût estimé du projet qui est de 110 000. Ça nous donne 3,6 années. Toujours dans le modèle de récupération, le taux de rentabilité, maintenant, chers étudiants, eh bien, on va trouver que le taux de rentabilité du projet A est égal à 225 000 dollars divisé par 700 000 qui vous donne 32,1%. Taux de rendement du projet B, 110 000 dollars divisé par 400 000 dollars qui vous donne 27,5%. Il est clair que le délai de récupération du projet A est de 3,1 ans et celui du projet B de 3,6. En utilisant la méthode du retour sur investissement, les deux projets sont acceptables. Pourquoi? Car ils récupèrent l'investissement initial en moins de 5 ans. Donc, le chiffre clé, c'est 3,1 ans et 3,6 ans. Deuxième facteur, ils ont des retours d'investissement de 32,1 et de 27,5 qui est acceptable. Autre modèle, chers étudiants, le modèle de la valeur actuelle nette. Donc, ce modèle utilise le temps de rendement minimum souhaité par la direction. Taux d'actualisation, par exemple, de 20%. Pourquoi? Eh bien, pour calculer la valeur actuelle de toutes les rentrées nettes de fonds. Si le résultat est positif, le projet atteint le temps de rendement minimum souhaité. Donc, par positif, on veut dire qu'il va atteindre le taux de rendement minimum souhaité. Eh bien, si on est dans ce cas, eh bien, il peut être pris en considération. En revanche, si le résultat est négatif, le projet est rejeté. Il est donc souhaitable que les valeurs actualisées nettes positives soient plus élevées. Un petit exemple de calcul ici. Alors, on parle toujours du modèle de la valeur actuelle nette. Valeur actuelle nette, VAN. Donc, on a la règle ici. Ce qu'on veut dire par le I0, c'est l'investissement initial, parce qu'il s'agit d'une sorte de fonds. Le chiffre sera forcément négatif. Donc, important à savoir, le chiffre sera négatif, chers étudiants. FT, ils sont les rentrées nettes de fonds pour la période T. Et l'indice K, eh bien, c'est un indicateur de taux de rendement requis. Exemple, on prend toujours les mêmes projets, chers étudiants. Donc, projet A, projet B. On a moins projet A, donc net present value, ou alors valeur actuelle nette, projet A. On a soit 700 000 qui est l'investissement initial. On a dit qu'on met toujours un moins à côté. Donc, moins 700 000 plus 225 000 divisé par 1 plus 0,15 puissance 1 plus, c'est-à-dire on va faire ça sur les 5 ans, plus 225 000 divisé par 1 plus 0,15 puissance 2 plus 225 000 divisé par 1 plus 0,15 puissance 3 plus 225 000 divisé par 1 plus 0,15 puissance 4 plus 225 000 divisé par 1 plus 0,15 puissance 5. On va avoir une valeur actuelle nette de 54 235. Pour la valeur actuelle nette pour le projet B, et bien on va avoir l'investissement initial qui est de 400 000, donc moins 400 000, plus 110 000 divisé par 1 plus 0,15 puissance 1, plus 110 000 divisé par 1 plus 0,15 puissance 2, plus 110 000 divisé par 1 plus 0,15 puissance 3, plus 110 000 divisé par 1 plus 0,15 puissance 4, plus
110 000 divisé par 1 plus 0,15 puissance 5, qui nous donne une valeur négative de moins 31 263 $. Alors, le modèle de la valeur actuelle nette accepte le projet A, excusez-moi, qui a une valeur annuelle actuelle nette positive de 54 235 $. Le projet B est rejeté tout simplement parce que sa valeur est négative de moins 31 263 $. Comparez les résultats de la valeur actuelle nette avec ceux du délai de récupération. On va comparer les deux méthodes, chers étudiants. Eh bien, le modèle de la valeur actuelle nette est plus réaliste. Pourquoi? Parce qu'il tient compte de la valeur temporelle de l'argent. Il tient compte aussi des flux de trésorerie et de la rentabilité. Lors de l'utilisation du modèle de la valeur actuelle nette, le taux d'actualisation, ça veut dire le taux de rendement du capital investi, peut varier selon les projets. Par exemple, le retour sur investissement attendu pour les projets stratégiques est souvent plus élevé que pour les projets opérationnels. De la même façon, les return on investments, donc retour sur investissement, peuvent différer selon les projets, selon que les projets soient plus risqués ou plus sûrs. Les critères de fixation du taux de rendement du capital investi doivent être clairs et appliqués de manière cohérente. Malheureusement, les modèles financiers purs n'incluent pas de nombreux projets pour lesquels le rendement financier est impossible à mesurer et ou pour lesquels d'autres facteurs sont essentiels à la décision d'acceptation ou de rejet. On veut dire par là que ces modèles purement financiers ne nous donnent pas l'opportunité d'avoir plusieurs projets pour essayer de comparer et de mesurer le rendement financier. Alors, petit exemple ici, étudiant en termes de calcul. Donc, on a projet A, projet B. On accepte parce que tous les deux. Donc, ça, c'est juste une représentation un peu, voilà, visuelle, si vous voulez, des calculations. Les deux projets, investissement 700 000 pour projet A, 400 000 $ pour le projet B. Donc, euh, les savings, c'est-à-dire l'argent qu'on a pu mettre de côté pour le projet A est de 225 000 $, pour le projet B 110 000. On a la payback period pour projet A. Donc, c'est très simple. Eh bien, vous divisez l'investissement initial sur l'argent que vous avez mis de côté annuellement. Donc, on a les payback periods, donc 3,11 ans contre 3,6. Rate of return, donc on a 32,1 contre 27,5. On a vu ça dans les calculs précédemment. Là, on a donc l'investissement sur les 5 années et autre donc visualisation des formules. Sur la droite, vous avez les formules pour le projet A et B de la même manière comme on vient de les faire ensemble. Alors, on avait expliqué les critères financiers, passons à présent aux critères non financiers. Donc, le rendement financier, bien qu'important, ne reflète pas toujours l'importance stratégique. Aujourd'hui, la pensée dominante est que la survie à long terme dépend du développement et du maintien des compétences de base. Les entreprises doivent être disciplinées et refuser les projets potentiellement rentables qui ne relèvent pas de leur mission principale. C'est-à-dire, si on est rentable et qu'on ne respecte pas la mission principale, bien on va éviter, on va refuser ces types de projets. Pour ce faire, donc les entreprises, elles doivent prendre en compte d'autres critères que le rendement financier direct. Ce que l'on veut dire par là, c'est que il est important de considérer des critères qui sont non financiers.
au rendement financier. Donc, bien qu'important, il ne reflète pas toujours l'importance stratégique. Aujourd'hui, la pensée dominante est que la survie à long terme dépend du développement et du maintien des compétences de base. Les entreprises doivent être disciplinées et refuser des projets potentiellement rentables qui ne relèvent pas de leur mission principale. Pour ce faire, comment elles doivent opérer? Eh bien, elles doivent prendre en compte d'autres critères tels que le rendement financier direct. Donc, par exemple, une entreprise peut soutenir des projets dont les marges bénéficiaires ne sont pas élevées pour d'autres raisons stratégiques. Par exemple, ces raisons peuvent être pour s'emparer d'une plus grande part de marché, pour rendre difficile l'entrée des concurrents sur le marché, pour développer un produit facilitateur qui, par son introduction, augmentera les ventes de produits plus rentables, et développer une technologie de base qui sera utilisée dans les produits de la prochaine génération. Aussi pour réduire la dépendance à l'égard de fournisseurs peu fiables, pour prévenir l'intervention et la réglementation des pouvoirs publics, les organisations peuvent soutenir des projets visant à restaurer l'image de l'entreprise ou à améliorer la reconnaissance de la marque. De nombreuses organisations s'engagent dans la citoyenneté d'entreprise et soutiennent des projets de développement communautaire. Étant donné qu'aucun critère unique ne peut refléter l'importance stratégique, la gestion de portefeuille nécessite des modèles de sélection multicritères. Ces modèles pondèrent souvent les critères individuels, de sorte que les projets qui contribuent aux objectifs stratégiques les plus importants reçoivent une plus grande attention. Alors, on va passer à 2.2.1, deux modèles de sélection multicritères. Donc, on va essayer de voir deux modèles pour cette fameuse sélection multicritère. Étant donné qu'aucun critère unique ne peut refléter l'importance stratégique, la gestion de portefeuille nécessite des modèles de sélection multicritères. Deux modèles, premier la liste de contrôle ainsi que le modèle de notation multipondérée, sont décrits ci-dessous. Donc, premièrement, modèle de liste de contrôle. Cette approche consiste essentiellement à utiliser une liste de questions pour examiner les projets potentiels et déterminer leur acceptation ou leur rejet. Plusieurs des questions typiques que l'on trouve dans la pratique sont énumérées dans la pièce 2. Une grande organisation à projets multiples a 250 questions différentes. Alors, quelles sont les limitations ou alors les défauts, les principaux défauts de cette approche? Donc, de l'approche par liste de contrôle. Eh bien, ces défauts sont, premièrement, qu'elle ne permet pas de répondre à l'importance ou à la valeur relative d'un projet potentiel pour l'organisation et qu'elle aussi, en deux, elle ne permet pas de comparaison avec d'autres projets potentiels. Chaque projet potentiel aura un ensemble différent de réponses positives et négatives. Comment comparer? Il est difficile, voire impossible, de classer et de hiérarchiser les projets en fonction de leur importance. Cette approche laisse également la porte ouverte aux jeux de pouvoir, à la politique et à d'autres formes de manipulation. Pour remédier justement à ces graves lacunes, les experts recommandent l'utilisation d'un modèle de notation multipondéré dans le but de sélectionner les projets et il est examiné ci-dessous. Donc on va voir comment il est analysé. Modèle de notation multipondéré. C'est un modèle qui utilise généralement plusieurs critères de sélection pondérés pour évaluer les propositions de projets. Donc les modèles de notation pondérés comprennent généralement des critères qualitatifs et ou, ça dépend de la situation, quantitatifs, donc qualitatif et quantitatif. Un poids est attribué à chaque critère de sélection. Des notes sont attribuées à chaque critère pour le projet.
en fonction bien, de son importance pour le projet évalué. Les poids et les notes sont multipliés pour obtenir une note pondérée totale pour le projet. À l'aide de ces multiples critères de sélection, les projets peuvent ensuite être comparés sur la base de la note pondérée. Les projets dont les notes pondérées sont les plus élevées sont considérés comme meilleurs. La direction pondère chaque critère. Alors, ils vont d'une valeur de 0 à 3 par exemple. Donc, la direction pondère chaque critère en fonction de son importance relative par rapport aux objectifs et au plan stratégique de l'organisation. Les propositions de projet sont ensuite soumises à une équipe de priorité ou à un bureau de projet. Nous avons ici un exemple donc, de fameux critères de pondération duquel on parle. Donc, on a projet 1, 2, 3, 4, 5 et 6. En horizontal, on a le poids, donc de A jusqu'à... voilà, donc le poids. Vous voyez que ça peut aller de 1 à 10 en fait. Dans notre exemple, on a dit de 1 à 3, mais ça dépend. En horizontal, donc on a les critères. Voilà. Ils sont en anglais, mais on peut comprendre facilement donc l'implication de ces paramètres-là. Donc, si vous avez des questions par rapport à cela, chers étudiants, je vais procéder à l'explication en détail durant notre rencontre de lundi ou alors à travers la plateforme. Si vous avez donc des questions à travers cette matrice, par exemple, ben, vous pouvez poster vos questions sur la plateforme Moodle et j'y répondrai bien sûr. Alors, une note importante. Il est important de noter que si les modèles de sélection tels que celui présenté ci-dessus peuvent fournir des solutions numériques aux décisions de sélection de projet, les modèles ne doivent pas prendre les décisions finales. Ils sont considérés comme une aide à la prise de décision. Ce n'est qu'un outil parmi d'autres. En deux, important de noter que c'est les personnes qui utilisent les méthodes qui doivent le faire. En 3, aucun modèle, aussi sophistiqué soit-il, ne peut capturer la réalité totale qui est censée représenter. Donc on va toujours plutôt utiliser un ensemble d'outils afin de nous donner donc une solution globale si vous voulez. Les modèles sont des outils destinés à guider le processus d'évaluation dans le but que les décideurs prennent en compte les questions pertinentes et parviennent à un consensus sur les projets à soutenir et à ne pas soutenir. En 5, important de noter qu'il s'agit d'un processus beaucoup plus subjectif que ne le suggèrent les calculs. Alors, on va parler des sources et sollicitations de propositions de projets. Donc, les projets doivent être proposés par toute personne qui pense que son projet apportera une valeur ajoutée à l'organisation. Toutefois, de nombreuses organisations limitent les propositions à des niveaux ou groupes spécifiques au sein de l'organisation. Il s'agit là d'une occasion manquée. Les bonnes idées ne se limitent pas à certains types ou catégories de parties prenantes de l'organisation. Encouragez, donc petit conseil ici, encouragez et maintenez les sollicitations ouvertes à toutes les sources internes et externes. Sur la figure 3, sur le graphique, on va voir un exemple de formulaire de proposition pour un projet de suivi automatique des véhicules. Localisation automatique des véhicules, c'est l'exemple qu'on va voir. Dans le domaine des transports publics. Donc voici un exemple. Donc on a ici formulaire demande d'exposition, identification de l'artiste, nom de l'artiste, du responsable, adresse, etc. Type d'exposition, période d'exposition, etc. Documents joints au formulaire, etc. Donc vous voyez tous les éléments.
Pardon, par rapport au processus de sélection projet, donc, la figure 3, c'est cela. Donc, on a certains critères, certaines situations, et on vous montre dans quel cas on accepte et dans quel cas c'est-à-dire qu'on implémente, on commence le projet, et dans quel cas on abandonne carrément. Donc ici, par exemple, vous avez the project proposal idea, donc l'idée proposition du projet. Après, on a la collection des informations. Après, on a aussi need strategic fit. Est-ce que payback period, est-ce que le retour sur investissement, il est dans les 5 ans, etc. Est-ce qu'il y a un besoin stratégique pour ce projet, etc. Après, on va sur le graphique, on va de data collection à self-evaluation of project by criteria. Donc, on va évaluer la viabilité du projet nous-mêmes à travers les critères qu'on a vus, pardon. Donc, soit on abandonne le projet, ou alors on continue le projet. Dans le cadre où on pursue, c'est-à-dire démarrer le projet et l'implémenter. Priority team evaluates proposal and reviews portfolio for risk balance. Dans ce cas, donc, euh, l'équipe va procéder par ordre de priorité et évaluer la proposition et l'idée du projet. Et on va étudier les différents risques. Si on voit que on a besoin de plus d'informations, eh ben, on va return for more information, on va demander plus d'informations, plus d'analyses, etc. Ce qu'on peut aussi faire, c'est periodic reassessment of priorities. On va réorganiser nos priorités. Donc, quand la team, donc quand l'équipe qui va évaluer donc, le projet par priorité, soit ils vont se rendre compte que le projet donc n'est pas viable et rejeter le projet, ou alors accepter. Dans ce cas, on va donc évaluer les ressources nécessaires. D'accord, on va aussi assigner les priorités par rapport à ces ressources par ordre de prix. Donc, on va voir, analyser les différentes ressources dont on aura besoin pour le projet. On va assigner un project manager, bien sûr, et on va évaluer la progression du projet. En 4, nous allons gestion du système de portefeuille. Donc, la gestion de portefeuille fait progresser le système de sélection d'un cran et en ce sens que les mérites d'un projet particulier sont évalués dans le contexte des projets existants. Dans le même temps, il s'agit de contrôler et d'ajuster les critères de sélection afin de refléter l'orientation stratégique de l'organisation. Ça nécessite en fait un effort bien constant. Ce système de priorité peut être géré par un petit groupe d'employés clés dans une petite organisation. Dans les grandes organisations, par contre, le système de priorité peut être géré par le bureau des projets ou le groupe de gestion de l'entreprise. Alors, équilibrer le portefeuille en fonction des risques et types de projets. Donc, l'une des principales responsabilités de l'équipe chargée des priorités est d'équilibrer les projets en fonction du type, du risque et de la demande des ressources. Donc là, on est en train d'expliquer le graphique que l'on vient d'expliquer aussi, de voir ensemble. Alors, pour ce faire, il est nécessaire d'avoir une vision globale de l'organisation. Par conséquent, un projet proposé qui est bien classé sur la plupart des critères peut ne pas être sélectionné parce que le portefeuille de l'organisation comprend déjà trop de projets euh, présentant les mêmes caractéristiques. Par exemple, le niveau de risque du projet, l'utilisation des ressources clés, le coût élevé, la production de non-recettes, les longues durées, etc. Donc, l'équilibre du portefeuille de projet est aussi important que la sélection des projets. Les organisations doivent évaluer chaque nouveau projet en fonction de ce qu'il apporte à l'ensemble des projets. Les besoins à court terme doivent être équilibrés avec le potentiel à long terme. L'utilisation des sources de revenus doit être optimisée pour tous les projets et pas seulement pour le projet le plus
Alors, nous avons certains mots-clés. On va finir avec les mots-clés qui sont donc en relation avec notre module d'aujourd'hui, notre cours d'aujourd'hui. On a donc processus de gestion stratégique, lacune, pardon, de la mise en œuvre, politique organisationnelle, modèle de récupération, modèle de la valeur actuelle nette. Donc ça, c'est pour les calculs. Modèle de liste de contrôle, modèle de notation multipondérée, équipe prioritaire, gestion de portefeuille de projet, vache sacrée, projet de conformité et d'urgence, projet opérationnel ainsi que projet stratégique. Donc, ce sont les mots-clés qu'on a vus durant le cours d'aujourd'hui, chers étudiants. Euh, c'est aussi un rappel par rapport aux différents points qu'on a vus ensemble. Il me reste à vous remercier, chers étudiants. Donc, merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à me poser vos questions, vos remarques. Si vous avez des suggestions à faire sur la page Moodle de l'université, j'y répondrai bien sûr avec plaisir. Il me reste à vous dire Ramadan Karim encore une fois et à la prochaine. On se voit lundi prochain. À très bientôt, chers étudiants.